Ce port bourdonne de tous les côtés. Des milliers de personnes viennent ici tous les jours pour travailler, les cargaisons vont et viennent, les pêcheurs pèsent leur prise de la journée, et même des paquebots de croisière de luxe accostent ici pour montrer cet endroit idyllique à tous les vacanciers. Le bord de l'océan est fantastique. Les gens se promènent sur la plage en mangeant des glaces ou en construisant des châteaux de sable. Et au fait, en ce moment même, nous nous trouvons à l'emplacement historique du désert du Sahara. Normalement, notre vie humaine est trop courte pour observer les grands changements géologiques. Nous ne remarquons pas que les montagnes s'élèvent, ni que les rivières changent de cours. Des vallées entières peuvent s'enfoncer, mais il faut généralement trop de temps pour qu'elles sombrent entièrement. Pourtant, un groupe de scientifiques a récemment remarqué qu'un nouvel océan était en train de se former très rapidement, et nous pouvons même le voir apparaître. Regarde là, c'est le triangle de l'Alphard, non loin de la Corne de l'Afrique. C'est l'endroit exact où le 6e océan du monde est en train de naître en ce moment même. Où que tu sois, tu es certainement debout ou assis sur une plaque tectonique. Es-tu simplement assis sur un canapé en train de regarder cette vidéo ? Eh bien, ton canapé est posé sur le sol, ton sol fait partie de ton immeuble est ancré dans la terre, et si tu regardes plus profondément, tout cela se trouve sur une des 15 plaques tectoniques principales. Ces morceaux forment un ensemble que l'on appelle lithosphère. C'est comme une bonne tarte aux pommes. La pâte brisée est la lithosphère et la garniture fragile, faite de pommes, est tout ce qui se trouve à la surface de la planète. Si la pâte brisée se fend, la garniture s'écoule. Et voici à quoi ressemble un tremblement de terre. Une plaque tectonique, c'est-à-dire la pâte, bouge, et la garniture, c'est-à-dire nous et nos constructions, est perturbée. L'Afrique est composée de 2 plaques, la nubienne et la somalienne. Oui, c'est une grande tarte. Et il semble que ces 2 plaques ne cessent de s'écarter. Cela conduit à la formation d'une dorsale océanique qui s'étend. On dirait que le continent africain est en train de bouillonner en ce moment. Un morceau de 895 km² du désert du Sahara vient de se fendre et du magma est donc remonté. Cela a déclenché une série de tremblements de terre à travers l'Éthiopie, l'Érythrée et Djibouti. Et ce n'est pas juste un petit tremblement de terre. Beaucoup de fumée s'élève de ces fissures et ça sent le soufre. Pouah! Les éruptions poussent lentement les anciens sédiments de lave, ce qui entraîne la création de nouveaux fonds marins. La fissure est remplie de magma et quand elle se refroidit, elle forme le nouveau fond océanique. Si ce processus ne s'arrête pas, la mer Rouge finira par inonder la région, formant le 6e océan et l'Afrique sera divisée en 2 parties, si bien qu'il y aura alors 2 Afriques. Mais attends, ne t'emballe pas. Ni toi, ni tes enfants, ni tes arrière-petits-enfants ne verront ce 6e océan. Tu n'en auras toujours que 5 jusqu'à la fin de ta vie. Même chose pour les générations futures. Les mêmes bons vieux océans Pacifique, Atlantique, Indien, Arctique et du Sud. Avant que le fond océanique ne devienne solide et avant que la mer Rouge ne commence à écouler lentement, des milliers, voire des millions d'années doivent s'écouler. Il faut savoir que les continents se déplacent aussi vite que tes ongles poussent, et que l'ongle le plus long jamais vu dans l'histoire a été celui d'un Indien atteignant presque 2 mètres avant qu'il ne le coupe. Or, il lui a fallu près de 60 ans pour en arriver là. Maintenant, pense à la distance que les continents parcourront d'ici à ce que tu fêtes ton 100e anniversaire. Spoiler alerte, ce ne sera pas énorme. Mais tu pourras tout de même être témoin de quelques changements mineurs qui ont lieu dès aujourd'hui. Toutes ces fissures qui ne semblent pas si importantes jusqu'à présent rendent tout le paysage de la région de l'Afar vraiment unique. D'autres éléments la rendent unique. Voici l'Erta Ale en Éthiopie, un volcan célèbre pour son lac de lave le plus long du monde. Il est situé dans la dépression de l'Afar, aussi connue sous le nom de triangle de l'Afar. Au fait, la dépression fait référence à la zone engloutie. Rien de triste là-dedans. Ce n'est pas le seul volcan de cette région. En Érythrée, il y a aussi le Nabro. Il n'est jamais entré en éruption, mais la lave dans cette région est assez active. D'autres volcans sont à venir à cause des mouvements des plaques tectoniques. Elles s'éloignent les unes des autres et la croûte terrestre s'amincit. Plus la croûte s'amincit, plus il y a de volcans. Donc, les plaques se séparent et c'est inévitable. C'est juste une question de temps. Ce processus s'appelle le panache de l'Afar. Il y aura davantage de volcans, c'est inévitable aussi. Mais comment cela se produit-il ? Tu te souviens de cette tarte aux pommes ? Oui, elle était délicieuse. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. La couche extérieure sur laquelle nous marchons est relativement délicate et est composée de multiples morceaux cassés. C'est comme la coquille d'un œuf ou un quadrillage de pâte sur une tarte. Regardons de plus près tous les ingrédients de cette tarte. Si tu en coupes une part,
tu verras qu'elle est composée de plusieurs couches et qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'asténosphère sous la lithosphère. C'est une partie du manteau de la Terre. Oui, c'est compliqué. L'asténosphère est chauffée de l'intérieur et elle monte, tout comme la pâte quand tu la mets au four. Tu vois ces fissures à la surface d'un pain fraîchement cuit. Là, je commence à avoir faim. Bref, c'est en gros ce qui arrive au triangle de Lafare. Et ces fissures font en sorte que la zone se divise, créant ces fameuses failles et vallées qui vont sans doute s'agrandir et seront probablement inondées. Tant et si bien que le 6e océan du monde y apparaîtra bientôt. Ou pas. Personne n'en est sûr. D'accord, mais alors si tous les continents, comme les plaques tectoniques, sont toujours en mouvement, aurons-nous d'autres continents dans le futur? La réponse est oui et non. Si une partie de l'Afrique se divise, nous aurons un continent de plus qui sera encore plus petit que l'Australie. Mais il y a encore une autre issue possible. Il y a de fortes chances que dans les lointaines 250 millions d'années à venir, il n'y ait plus de vol transatlantique. Et un voyage à pied du Japon au Chili sera aussi possible. Beaucoup trop long, mais possible. Tout cela se passe en ce moment, et les premiers résultats seront visibles dans quelques 50 millions d'années à partir d'aujourd'hui. Nous ne serons sans doute plus là à ce moment-là. L'Australie va se déplacer vers l'Asie du Sud-Est et va s'y intégrer parfaitement. Et l'Afrique sera poussée vers l'Europe du Sud. Cependant, ces transformations prendront un temps vraiment long. Souviens-toi que les continents se déplacent aussi vite que nos cheveux et nos ongles poussent, à peine 3 cm par mois. Certains se déplacent tout de même 5 fois plus vite, mais cette vitesse reste encore trop lente pour la distance de 7200 km qui sépare l'Afrique et l'Europe. Une théorie nous démontre les choses que nous avons déjà vues auparavant. Bon, tu ne les as pas vues de tes propres yeux, ni aucun des hommes qui ont traversé l'Atlantique pour aller en Amérique il y a des centaines d'années. Mais le fait est que tous les continents étaient autrefois une seule masse terrestre, connue sous le nom de supercontinent Pangée. Même s'il s'est formé il y a plus de 300 millions d'années et s'est divisé il y a environ 180 millions d'années, il pourrait se reconstituer. Les kangourous pourraient donc facilement migrer d'Australie vers le Royaume-Uni s'ils en avaient envie. Mais ce dernier pourrait être écrasé alors que tous les continents se rejoignent. Les deux Amériques entreraient en collision, l'Antarctique dériverait vers elle et tout cela se confondrait avec l'Afrique-Eurasie déjà en collision. Dans ce scénario, un grand océan et un grand continent apparaîtront, à savoir la nouvelle Pangée. Un autre scénario possible prétend que les continents pourraient se fondre dans la masse terrestre uniforme, ou former un cercle avec une grande mer à l'intérieur, et le super-océan Pacifique à l'extérieur. Ce continent est appelé la Pangée prochaine. La troisième théorie est peut-être déjà en train de se vérifier. Les océans Pacifique et Atlantique pourraient cesser d'exister et former le nouveau bassin océanique. L'Eurasie se diviserait pour former un nouvel océan et tous les continents migreraient pour se fondre dans le supercontinent Orica. Et la quatrième et dernière théorie affirme que les océans Pacifique et Atlantique resteront presque inchangés et que tous les continents sauf l'Antarctique se fondront en un seul, laissant le pauvre Antarctique encore plus isolé et abandonné qu'il ne l'est actuellement. Sniff. Mais comme tous les continents continuent à dériver vers le nord, il est fort probable que la quasi-totalité d'entre eux se rejoindront quelque part au pôle Nord. Essayons quelque chose ensemble. Ouvre n'importe quelle carte du monde dont tu disposes. Il peut s'agir de celle que tu trouves dans ta bibliothèque ou même d'une version en ligne. Jette un coup d'œil à la vaste zone couverte par l'eau. C'est 71% de la surface de la Terre. Et on ne parle que de l'eau salée contenue dans les océans du monde. Il n'y a pas de frontière entre les 4 océans que nous connaissons tous. Mais les océanographes et les pays du monde entier ont traditionnellement divisé ces eaux en 4 régions distinctes. Les océans Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique. Et voici la grande surprise. La communauté scientifique a récemment reconnu une 5e masse d'eau. Il s'agit de l'océan Austral, et 3 des 4 océans originaux le bordent. Il fait le tour de l'Antarctique et de la partie inférieure du globe, et atteint l'Australie et les parties sud de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Qu'est-ce qui rend cet océan si spécial ? Comment la communauté scientifique a-t-elle fini par le distinguer ? Et, plus important encore, quelle créature mystérieuse cache-t-il ? C'est ce que nous allons découvrir. L'océan Antarctique, ou océan austral, a été mentionné pour la première fois en 1937 dans la 2e édition des limites des océans et des mers de l'Organisation hydrographique internationale. C'est un nom compliqué. À ce moment-là, cette organisation estimait qu'il était incorrect de considérer l'océan Antarctique comme une masse d'eau autonome. Pourquoi ?
Parce qu'à cette époque, un océan était défini comme l'eau entourée de terre, et non l'eau qui entoure la Terre. Cependant, ils ont reconsidéré la question en 2000 et ont voté pour inclure cet océan dans la liste officielle. Ils ont également opté pour le nom « Océan Austral » plutôt que pour le nom communément utilisé « Océan Antarctique ». Enfin, l'organisation a conclu que l'océan devait être considéré comme prenant fin au 60e parallèle de latitude sud. Mais quel âge a cet océan ? Eh bien, de nombreux spécialistes pensent qu'il s'est formé il y a seulement 30 millions d'années, ce qui en ferait le plus jeune des océans du monde. Il a été créé lorsque l'Antarctique et l'Amérique du Sud se sont éloignés l'un de l'autre au cours des premières étapes du développement de notre planète. Ce courant d'eau unique est un élément distinctif de l'océan austral, car il contribue à maintenir les eaux en mouvement autour du continent glacé. Il s'agit du courant circumpolaire antarctique, qui se déplace vers l'est à une vitesse incroyable. On estime qu'il déplace une énorme quantité d'eau par seconde. Certains des litiges concernant l'océan austral sont liés à cet étonnant courant. Des spécialistes pensent qu'il sépare les eaux de l'océan austral des eaux de l'Atlantique ou du Pacifique qui se rapprochent. Seule l'eau qui circule rapidement est considérée comme l'océan austral. D'un autre côté, une poignée de scientifiques affirment que le courant complique en fait la question de son nom, car il ne limite pas les eaux à un lieu géographique spécifique. Ils pensent que les eaux du courant sont différentes, en termes de composition, des eaux des océans du Nord, parce qu'elles sont beaucoup plus froides et contiennent beaucoup plus de sel. Les marins n'aiment pas vraiment cette nouvelle masse d'eau, principalement en raison des fréquentes tempêtes de type cyclone qu'elle subit. Ces tempêtes se produisent en raison de la grande différence de température entre la banquise et les vagues de l'océan. Par conséquent, ces tempêtes sont très difficiles à surmonter pour les marins qui les traversent. Je veux dire, vraiment, ce sont les vents les plus forts que l'on trouve sur notre planète. De plus, les navires qui traversent cette zone doivent également se méfier des nombreux icebergs qui peuvent surgir de temps à autre, ainsi que des basses températures de surface. Pour te donner une meilleure idée, certains des icebergs que l'on trouve ici peuvent s'étendre sur plusieurs centaines de mètres et peuvent subsister toute l'année, quelle que soit la saison. Les latitudes de 50 à 70 ont même gagné les surnoms de 50 furieuses ou des 60 hurlantes, en raison de ces tempêtes intenses qui sévissent toute l'année. Même le paysage est unique. On dit que l'océan austral possède des glaciers plus bleus, un air plus froid et des montagnes plus intimidantes que partout ailleurs dans le monde. Passons maintenant aux créatures mystérieuses qui vivent dans cet endroit, car des milliers d'espèces sauvages habitent uniquement ici et nulle part ailleurs dans le monde. Commençons par l'étrange cochon de mer, ou l'un des concombres de mer, comme on le nomme parfois. Il y en a beaucoup dans les eaux de l'Antarctique. Mais pourquoi cette appellation ? À cause de sa teinte rose et de son aspect rond et gonflé. Si l'on regarde de plus près, il semble même avoir une petite queue et des oreilles, tout comme un cochon. Il contribue beaucoup à la qualité des eaux ici, en filtrant le sable et les sédiments. Ensuite, il y a les crabes de Hoff qui vivent au fond de la mer Antarctique. L'océan austral est un milieu d'eau froide, mais les crabes sont mieux adaptés aux eaux plus chaudes. Les crabes de Hoff se rassemblent donc autour de la chaleur produite par les cheminées volcaniques. Ils y trouvent la chaleur et la nourriture dont ils ont besoin. Tu peux les trouver en grandes piles, les uns sur les autres, remplissant littéralement l'espace au niveau des ouvertures des cheminées. Tu te demandes comment ils ont obtenu leur nom officieux ? Eh bien, c'est à cause de leur ressemblance apparente avec l'acteur David Hasselhoff, dont l'impressionnant torse rappelle le crabe aux explorateurs. Ok. Tu as déjà vu un poisson complètement transparent ? Il faut aller dans les eaux du sud, mais il existe. Et on l'appelle simplement le poisson des glaces. Tu peux pratiquement voir à travers eux, car ils sont absolument transparents. Cela est dû à leur peau transparente et au fait qu'ils n'ont pas de globules rouges. Leur pouvoir spécial est qu'ils peuvent utiliser de l'antigel pour empêcher leur corps de se solidifier dans les eaux froides de l'océan austral. Au lieu du sang classique, plus épais, le sang rouge avec l'hémoglobine, les poissons des glaces ont un sang plus fin qui circule plus facilement dans tout leur corps, ce qui leur apporte les nutriments et l'oxygène dont ils ont tant besoin. Maintenant, y a-t-il un monstre caché dans ces eaux ? Certaines personnes pensent que oui, et grâce à des recherches effectuées récemment, nous avons même des images vidéo de ce monstre. Des chercheurs australiens sont tombés sur un groupe de créatures étranges qui nageaient près du fond de l'océan austral. Ce poisson rose, qui ressemble à un blob, semblait être propulsé par une petite paire de nageoires. Pour reprendre leurs propos,
Il ressemblait à un poulet juste avant de le mettre au four. Je ne suis même pas sûr de vouloir savoir à quoi ça ressemble. Il leur a fallu du temps et des recherches pour identifier le monstre. C'est une espèce timide de concombre de mer, plus connue sous le surnom créatif, le poulet monstre sans tête. Nous savons que cette créature existe depuis la fin des années 1800, mais nous ne l'avons pratiquement jamais vue. Et nous ne l'avons filmée qu'une seule fois, lorsqu'elle a été repérée dans le golfe du Mexique, ce qui est assez éloigné des eaux de la côte est de l'Antarctique. Il y a tant de choses que nous ne savons pas sur cette créature, comme le nombre d'individus qui vivent dans nos eaux, leur mode de vie, leur alimentation et leur reproduction. Tu as déjà entendu parler du manchot empereur ? Il ne s'agit pas d'une espèce de pingouin qui a une couronne sur la tête, si c'est ce que tu pensais. Mais il s'agit d'un de ces pingouins qui vivent à cet endroit précis et qui sont aussi la plus grande espèce de leur genre. Leur particularité est qu'ils établissent leur colonie sur la banquise et que la plupart d'entre eux ne mettent jamais les pieds sur terre. De plus, les papas manchots perdent presque la moitié de leur poids pendant l'incubation des œufs. Ce sont également des nageurs extraordinaires, capables de plonger plus profondément et plus longtemps que n'importe quel autre oiseau, jusqu'à 213 mètres, sans oublier qu'ils peuvent rester immergés jusqu'à 18 minutes d'affilée pour trouver de la nourriture. Nous n'avons pas encore découvert tous les secrets du mystérieux océan austral, mais il est clair qu'il abrite des écosystèmes marins uniques et fragiles. Le fait de le considérer comme un nouvel océan pourrait être un moyen d'attirer l'attention du public sur lui et de contribuer à sa conservation. Notre planète abrite 5 océans, le Pacifique, l'Atlantique, l'Indien, le Sud et l'Arctique. Sans oublier Billy Ocean, bien sûr. Cependant, il semble qu'un 6e océan puisse exister, bien qu'il soit invisible. Les scientifiques ont découvert des traces de vastes quantités d'eau cachées dans la zone de transition, une couche qui sépare le manteau supérieur du manteau inférieur de notre planète. Cette limite s'étend de 410 à 660 km sous la surface terrestre. Les diamants naturels se forment généralement dans le manteau à des profondeurs pouvant atteindre les 250 km. Certains d'entre eux, très rares, peuvent venir de profondeurs bien plus importantes. Tel est le cas de ce diamant fascinant qui s'est formé à 660 km de la surface. La gemme, mesurant 1,50 cm, était suffisamment grande pour permettre aux scientifiques de l'étudier et d'en déterminer la composition. Ils ont été surpris de constater que ce diamant extrêmement rare s'était formé dans des conditions plutôt humides. De ce fait, un tel diamant n'aurait que peu de valeur en bijouterie, mais son importance en laboratoire serait inestimable. Alors, cela signifie-t-il qu'il existe un océan sous la surface de notre planète ? Cette découverte nous rapproche certainement de l'idée que se faisait Jules Verne de ce monde surnaturel et secret au centre de la Terre, à commencer par son océan caché. Mais ce n'est pas tout à fait le cas. L'eau est bien présente, mais il ne s'agit pas d'une étendue bien visible avec des vagues clapotant çà et là comme à la surface de notre planète. En réalité, l'eau se trouve stockée à l'intérieur des minéraux, ce qui rend cette zone si humide. Dirigeons-nous maintenant vers l'Afrique afin de poursuivre notre histoire. Ou, pour être plus précis, vers une région nommée Afar, située en Éthiopie. C'est l'endroit où 3 plaques tectoniques se rencontrent. Les plaques tectoniques sont de grandes sections de la croûte terrestre qui se déplacent lentement. Ces mouvements provoquent des tremblements de terre, donnent naissance à des volcans, des montagnes et à de profondes vallées sous-marines que nous appelons des fosses. Dans la région d'Afar, les plaques arabiques, somaliennes et nubiennes se rencontrent pour former une intersection en forme de I. Pourquoi ? Laissez-moi vous expliquer. Ces plaques sont en mouvement constant. La plaque somalienne se déplace vers le sud-est en direction des plaques australiennes et indiennes. La plaque arabique se déplace vers le nord, se rapprochant de la plaque eurasienne et finira par fermer le golfe Persique. Ce mouvement des plaques a créé la grande vallée du Rift, marquée par des fractures géologiques. La dorsale d'Aden à l'est, le rift de la mer Rouge à l'ouest, le rift est-africain au sud, et pourquoi pas l'Oculus Rift, tant qu'à faire ? C'est sur le rift est-africain que nous devons nous concentrer, car il pourrait bien détenir la clé de ce 6e océan potentiel, mais cette fois-ci à la surface. Une faille continentale est une région où 2 plaques tectoniques appartenant à un même continent commencent à se séparer. Dans ce cas, il s'agit des plaques somaliennes et nubiennes, qui composent une partie de l'Afrique. Si elles continuent à se déplacer dans des directions opposées, cette faille continentale pourrait devenir ce que nous appelons une dorsale océanique. En d'autres termes, lorsque les plaques s'éloignent suffisamment l'une de l'autre,
une vaste fissure se forme entre elles. Ainsi, le magma pourra s'échapper librement de la base de ces plaques, refroidir et commencer à former un nouveau fond océanique. L'Afrique se scindra alors en deux, et un nouvel océan s'étendra entre ces futurs mini-continents. Ne sortez pas encore vos maillots de bain et votre écran solaire. Même si les plaques somaliennes et nubiennes se déplacent suffisamment pour engendrer une dorsale océanique, cela mettra vraisemblablement des millions d'années à se produire. Il est donc plus judicieux de continuer à explorer ce 6e océan tapi sous la surface terrestre pour le moment. L'idée d'océan souterrain dépasse les frontières de notre bonne vieille Terre. Il est possible que de nombreuses lunes et planètes en possèdent également. À notre connaissance, notre planète est la seule à présenter des étendues d'eau liquide constantes en surface. Dans notre système solaire, nous tournons autour du Soleil dans une région baptisée la zone habitable. La température et la pression atmosphérique dans cette zone permettent à l'eau de rester liquide. Cependant, certaines lunes de notre système solaire pourraient également abriter des quantités significatives d'eau sous leur surface. Encelade, l'une des lunes de Saturne, est un exemple notable. Encelade est une petite sphère glacée, environ 7 fois plus petite en diamètre que notre Lune, soit 550 km, mais il s'agit du 6e plus grand satellite de Saturne. Il y a près d'une décennie, en 2014, une sonde spatiale a découvert des preuves de la présence d'un vaste océan sous sa surface. Elle a détecté et analysé de l'eau éjectée lors d'éruptions semblables à celles de geysers. Un geyser est une source chaude peu commune qui projette des jets de vapeur et d'eau dans l'air, comme le célèbre Old Faithful de Yellowstone. Sur Encelade, cette eau jaillit à travers des fissures dans les glaces de son pôle sud, suggérant l'existence d'un océan liquide en dessous. Cet océan souterrain est très différent du nôtre. Les océans terrestres sont relativement peu profonds, avec une moyenne de 3500 mètres, et ils couvrent les 3/4 de la surface de notre planète. La température de nos océans varie, plus froide en approchant du fond et plus chaude près de la surface en raison des rayons du soleil. En revanche, l'océan sous la surface d'Encelade est d'une profondeur d'au moins 30 km. Il est plus froid en surface, près de cette croûte glacée, et plus chaud en bas, en raison de la chaleur provenant du noyau de la Lune. Mais tout comme nos océans, celui d'Encelade est salé. Encelade est l'un des rares endroits de notre système solaire où l'on trouve de l'eau liquide, ce qui en fait un point d'intérêt majeur dans la recherche de signes de vie. Un autre exemple est celui d'Europe, une lune de Jupiter. Les scientifiques pensent que des éruptions d'eau similaires pourraient se produire sur Europe. La présence de tels geysers indique que ces lunes disposent de leur propre source d'énergie. Et cette énergie, qui pourrait provenir de la gravité ou des radiations, serait en mesure de maintenir une vaste étendue d'eau à l'état liquide sous la glace, et peut-être même d'alimenter certaines formes de vie. Il existe des milliers de planètes au-delà de notre système solaire qui orbitent autour d'autres étoiles. Certaines d'entre elles se trouvent même dans une zone habitable. Plus d'un quart de ces planètes pourraient abriter de l'eau liquide. Cependant, la majorité de ces dernières possèdent probablement des océans souterrains, semblables à ceux d'Encelade et d'Europe. Pluton pourrait également être ajouté à cette liste, car il est possible qu'elle cache un océan liquide sous sa croûte épaisse et glacée. Cet océan souterrain s'est probablement formé longtemps après la planète naine, lorsque la chaleur provenant des éléments radioactifs dans le noyau de Pluton a fait fondre une partie de sa glace. Il existe également des planètes océans, des lunes ou des planètes recouvertes d'océans globaux, et qui sont plus répandues que nous ne le pensions. Certains vont jusqu'à appeler la Terre un monde océanique, car 71% de sa surface est recouverte d'eau. Vue depuis l'espace, notre planète apparaît essentiellement comme une majestueuse boule bleue. Lorsqu'ils explorent d'autres planètes, en particulier celles en dehors de notre système solaire, les chercheurs adoptent souvent une approche consistant à suivre l'eau. En effet, l'eau est l'élément nécessaire pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. Quant aux planètes océans proches de leur étoile parente, les scientifiques supposent qu'elles se seraient formées beaucoup plus loin avant de se rapprocher lorsque leur orbite a rétréci. La composition de ces planètes s'est déterminée lorsqu'elles se trouvaient sur une orbite plus froide et plus éloignée, ou en d'autres termes, lorsqu'elles décrivaient un cercle plus large autour de leur étoile. Ce processus de rétrécissement orbital est ce que l'on appelle une migration. Si les planètes océans sont vraiment aussi répandues, cela pourrait constituer une preuve que la migration planétaire est un phénomène réel. Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Certaines de ces exoplanètes pourraient abriter des océans bien plus profonds que ceux de notre système solaire,
atteignant des centaines voire des milliers de kilomètres de profondeur. Pour mettre cela en perspective, la fosse des Mariannes, qui est déjà impressionnante et redoutable, avec près de 11 km de profondeur, semble peu profonde en comparaison. Les océans de ces exoplanètes semblent, pour le moins, insondables. Mon Dieu, que d'eau! En 2016, des scientifiques ont décidé de visiter la partie la plus large de l'océan Atlantique entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. C'est plutôt calme là-bas. Ils ont passé des jours sans voir un seul avion ou bateau. Il y avait surtout des dauphins et des baleines qui nageaient tranquillement. Mais pourquoi ont-ils voulu aller au milieu de nulle part? Ils flottaient juste au-dessus de l'un des points géologiques les plus importants de la Terre, la dorsale médio-atlantique. C'est là que deux plaques tectoniques monstrueuses se rencontrent. Les plaques tectoniques sont des pièces de puzzle massives qui bougent constamment, même si nous ne pouvons généralement pas nous en rendre compte. Elles forment la croûte terrestre et dans ce cas, se rencontrent sous l'océan Atlantique. Les chercheurs ont flotté au-dessus de la dorsale et ont laissé tomber quelques instruments qui détectent les vagues, les tremblements de terre et autres vibrations. 1 an plus tard, ils sont revenus pour recueillir les résultats. Au départ, l'objectif était d'en apprendre plus sur l'histoire des deux plaques, mais les instruments ont capté bien plus que cela. Ils ont aussi découvert des choses sur l'avenir. Tout au fond, il y a une couche de roches liquides extrêmement chaude qui ne cesse de remonter, poussant les plaques tectoniques et les faisant s'éloigner les unes des autres. Cela signifie que l'océan Atlantique s'étend d'environ 5 cm par an, éloignant l'Europe et l'Afrique des Amériques. En même temps, son grand voisin, l'océan Pacifique, rétrécit. C'est le plus grand océan actuel, avec une immense superficie qui représente environ 30% de la surface terrestre. Sa profondeur moyenne est de 4000 mètres et il abrite la célèbre fosse des Mariannes, l'endroit le plus profond de tous les océans. Et oui, il rétrécit actuellement d'environ 0,5 km² par an. Certains scientifiques pensent même qu'à terme, dans des millions et des millions d'années, l'océan Pacifique pourrait complètement disparaître. Cet endroit est l'endroit où nous pensons que la plupart des tremblements de terre se produisent, et c'est aussi là que se trouvent de nombreux volcans du monde. Tout cela provoque beaucoup de secousses. Les plaques se déplacent et les anciennes parties de la croûte terrestre sont détruites. Or, le plancher océanique ne peut pas grandir assez vite pour les remplacer. Cela signifie que de grands changements sont à venir dans un futur plus ou moins proche. Quelques centimètres ne représentent pas grand-chose, mais dans quelques centaines de millions d'années, il y aura probablement un nouveau supercontinent sur Terre. L'Australie se dirige lentement vers le nord et elle pourrait finir par entrer en collision avec la Corée, le Japon et l'Est de la Chine. L'Afrique bouge aussi. Dans 50 millions d'années, elle butera contre l'Europe méridionale. Puisque tout se passe si lentement, nous avons tout le temps d'imaginer quelques scénarios pour le futur. En tout cas, c'est ce qu'a fait un groupe de scientifiques super intelligents avec des ordinateurs encore plus intelligents. Premier scénario, une masse terrestre monstrueuse appelée Novo. Les Amériques percuteraient l'Antarctique, puis elles se regrouperaient et se dirigeraient vers l'Afrique. Pendant ce temps, l'Afrique se serait déjà fracassée sur l'Europe et l'Asie. Au moins, tu économiserais de l'argent sur les billets d'avion. Mais pour la plupart des gens, il faudrait faire un très long road trip pour se rendre sur n'importe quelle plage. Deuxième scénario, Ultima. On dirait un nom de voiture. Dans ce scénario, l'Atlantique cesse de s'élargir et c'est même le contraire qui se produit. Il commence à se refermer sur lui-même. Le nouveau supercontinent serait alors entouré par l'océan Pacifique. Scénario 3, Orica. Les océans Atlantique et Pacifique finissent par rétrécir jusqu'à ce qu'ils disparaissent ou deviennent de minuscules petits lacs. Toute la vie dans ces deux océans a disparu. Au lieu de cela, un nouvel océan commence à se former pour les remplacer. Et le nouveau supercontinent ? Il a l'Australie en son centre, les Amériques et l'Asie orientale se retrouvant chacun de l'autre côté de la petite flaque qui était le Pacifique. Le reste de la planète est un super océan inexploré habité par... Allez savoir, nous ne serons plus de ce monde à ce moment-là. Scénario 4, Amasia. Tiens, encore un nom de bagnole. Celui-ci prédit que l'Afrique, l'Australie et tous les continents sauf l'Antarctique dériveront vers le nord. Désolé Antarctique, la planète continue de t'oublier. Tu auras peut-être plus de chance la prochaine fois. Dans un futur lointain, il sera peut-être possible de faire un grand road trip à travers tous les continents ou de traverser en voiture la frontière entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, voire même d'arriver enfin en Australie sans avoir à prendre le vol le plus long de ta vie.
Mais nous avons encore un peu de temps à attendre. Alors, que faire pendant les 250 millions d'années à venir? Regarde quelques vidéos sympas peut-être. Les plaques tectoniques se déplacent à des vitesses différentes, certaines sont plus lentes, d'autres légèrement plus rapides. En fait, tes cheveux et tes ongles poussent à peu près à la même vitesse que ces monstres se déplacent. Imagine que tout le monde vive sur l'un de ces supercontinents. Les animaux pourraient enfin parcourir d'énormes distances et rencontrer des espèces qu'ils n'ont jamais vues auparavant. Léopards, rhinocéros, lions, éléphants, imagine qu'ils soient assez curieux pour se lancer dans un voyage hors de leur habitat. Un lion pourrait rencontrer un ours polaire, les kangourous pourraient enfin quitter l'Australie, et les oiseaux qui migrent vers des endroits plus chauds devraient totalement réorganiser leur plan de voyage. Qui sait comment serait le climat? Jouer avec le puzzle continental n'est pas vraiment une nouveauté. Notre monde n'a pas toujours ressemblé à ce qu'il est aujourd'hui. Il y a 300 millions d'années, notre planète n'avait pas 7 continents, mais un seul, un supercontinent appelé Pangée. La Pangée était entourée d'un seul océan. Au fil du temps, elle a lentement commencé à se désagréger. Et à un moment donné, l'Amérique du Sud, l'Antarctique, l'Australie et l'Afrique formaient une seule entité, et l'Amérique du Nord et l'Eurasie en formaient une autre. Au fil du temps, ces continents se sont également séparés, chacun partant dans sa propre direction. Les scientifiques ont découvert de nombreux fossiles de plantes et d'animaux similaires sur des continents qui sont séparés par d'énormes océans. D'ailleurs, rien qu'en jetant un coup d'œil à une carte, tu peux voir que l'Afrique et l'Amérique du Sud ressemblent à deux énormes pièces de puzzle qui s'emboîtent parfaitement. En regardant tous les océans et toutes les mers sur une carte, on peut avoir l'impression qu'ils se jettent les uns dans les autres, qu'il n'y a qu'un seul grand océan et que les gens ont donné des noms différents aux différentes parties. Tu ne penserais pas cela si tu étais déjà allé aux différents endroits où ils se rencontrent. L'Atlantique et le Pacifique ont une frontière stricte qui ressemble à un mur invisible séparant deux mondes complètement différents. Tu peux clairement voir des couleurs et des eaux différentes et elles ne se mélangent pas. Bien sûr, il n'y a pas de mur ou de frontière physique réelle, mais toutes les eaux ne sont pas les mêmes. Le Pacifique et l'Atlantique ont des densités, des teneurs en sel et des températures différentes, plus tout un tas d'autres différences. Les frontières qui séparent deux masses d'eau s'appellent des clines océaniques. La ligne que tu peux voir et qui divise l'Atlantique et le Pacifique est principalement due à des teneurs en sel différentes. Voici à quoi ressemblent des couches d'eau avec différents niveaux de sel. C'est comme si elles étaient séparées par un film alimentaire, chacune ayant une couleur différente, car différentes choses y poussent. Pour former une frontière nette et visible, une mer ou un océan doit être beaucoup plus salé que l'autre. Tu veux faire une expérience et utiliser tout le sel qu'il y a chez toi? Verse de l'eau salée ou de l'eau de mer colorée dans un bol en verre, puis ajoute de l'eau douce par-dessus. Et voilà! L'océan Pacifique est le moins salé, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de rivières qui s'y jettent. Les liquides plus denses sont plus lourds, ils devraient donc couler au fond. Mais alors, pourquoi la frontière entre l'Atlantique et le Pacifique est-elle une ligne verticale et non une ligne horizontale? Premièrement, la différence de densité de ces deux monstres salés est peut-être suffisante pour les empêcher de se mélanger, mais elle n'est pas vraiment suffisante pour envoyer l'une d'entre elles au fond avec l'autre flottant au-dessus. Deuxièmement, la Terre tourne sur elle-même. Mettons que tu voles du Chili à la Nouvelle-Angleterre. Si tu voles droit vers le nord, le temps que tu arrives, la Terre aura un peu tourné et tu ne seras pas du tout près de ta destination. Pour arriver au bon endroit, le pilote doit voler en décrivant une petite courbe. C'est un peu la même raison qui pousse les courants à se déplacer dans des directions différentes. Les courants des océans Atlantique et Pacifique s'éloignent l'un de l'autre, donc ils ne se mélangent pas vraiment à leurs frontières, même s'ils sont tous deux composés d'eau. Regardez donc ce passage étroit entre le nord du Maroc et la partie sud de l'Espagne. Il s'agit du détroit de Gibraltar. Il n'y a que 13 km entre les deux continents, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de pont, alors que les gens rêvent depuis des siècles de relier ces deux régions. Dans certains endroits du monde, on a construit des ponts sur des distances bien plus grandes au-dessus de l'eau. Par exemple, la chaussée du lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, s'étend sur 38 km, soit 3 fois la longueur de l'hypothétique pont entre l'Afrique et l'Europe. Il figure dans le livre Guinness des records comme la structure continue la plus longue construite au-dessus d'une étendue d'eau. Il se compose de 2 ponts parallèles et relie la zone urbaine de la Nouvelle-Orléans aux petites localités situées au nord du lac Pontchartrain. 9000 piles de béton soutiennent plus de 1000 sections au-dessus de l'eau.
Cette structure gigantesque a été construite au milieu du XXe siècle. Il n'a fallu que 14 mois entre le début de sa construction et son achèvement. Les ingénieurs américains ont utilisé une technologie inédite pour fixer les piles de béton à la base du pont. Et ce pont est toujours en activité. Quel est donc le problème avec la construction d'un pont qui relierait l'Afrique et l'Europe? Découvrons d'abord les avantages qu'apporterait ce pont de 13 km en connectant les deux continents et la raison pour laquelle tout le monde en parle. Eh bien, il serait inestimable. Diamants, pétrole, minéraux. L'Afrique regorge de matières précieuses. Et l'Europe ne demande qu'à les acheter. Ce pont théorique permettrait de transporter rapidement et facilement des marchandises de toutes sortes pour le commerce. Et aujourd'hui, l'échange de biens entre l'Afrique et l'Europe n'est possible que grâce aux avions et aux cargos. Et les avions sont extrêmement coûteux en raison du prix élevé du carburant. De plus, les voyages en avion sont souvent retardés en raison du mauvais temps. Les procédures douanières prennent du temps et les distances entre les aéroports et les centres urbains sont importantes. Les bateaux peuvent également poser problème. La zone de la Méditerranée où les deux continents sont proches l'un de l'autre est dangereuse en raison des tempêtes et des forts courants. Le transport de vos diamants dépend donc fortement des conditions météorologiques. Le deuxième avantage d'un tel pont serait la création de dizaines de milliers d'emplois. Les Européens et les Africains se construiraient mutuellement des hôtels, des ports, des parcs et même de petites villes. Les régions côtières des deux continents deviendraient de nouveaux centres économiques. Et imaginez les investissements que ces endroits attireraient. L'Europe et l'Afrique seraient plus proches que jamais. Vous pourriez aller en voiture d'une ville espagnole à un parc de safari dans le nord du Maroc, acheter du thé marocain, de l'huile d'argan et rentrer chez vous le soir même. Vous pourriez aussi prendre un train à grande vitesse pour traverser la magnifique mer Méditerranée. Des centaines de restaurants, de parcs d'attractions, de centres commerciaux et de musées pourraient voir le jour à proximité. Mais malheureusement, il est impossible de construire un tel pont. Du moins à l'heure actuelle. Et voici pourquoi. Le principal problème est le détroit de Gibraltar lui-même, ses forts courants et son activité sismique. Comment lancer une construction à grande échelle si, en quelques jours, un tremblement de terre sous-marin peut déclencher des vagues géantes et emporter tous les navires sous l'eau? Même si vous construisez un pont, des courants d'eau rapides qui changent constamment de direction pourraient ébranler l'ensemble de la structure et endommager ses fondations. Le pont sur le détroit de Gibraltar devrait être conçu selon une méthode capable de résister à l'activité sismique. Et d'énormes ressources seraient nécessaires pour créer quelque chose d'aussi complexe. Malgré le danger que représente le passage entre ces deux continents, cette région demeure l'une des plus fréquentées au monde. C'est le seul endroit de la planète où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. Environ 300 navires y transitent chaque jour. Des navires marchands, mais aussi des bateaux de pêche et de tourisme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où vous pouvez observer des baleines sortir de l'eau. En raison des particularités des courants marins de cette zone, ce détroit est fréquenté non seulement par des personnes, mais aussi par des créatures marines. Nous en reparlerons plus tard. Un autre problème est la profondeur du détroit. Concrètement, tout pont franchissant une étendue d'eau doit reposer sur de longues piles métalliques. Les constructeurs et les ingénieurs plantent ces piles dans le plancher marin et s'en servent comme base de maintien pour l'ensemble de la construction. Mais il est difficile de fixer ces piles de manière suffisamment stable en raison de l'irrégularité du sol sous-marin. Sa géologie présente des caractéristiques uniques, des irrégularités et différentes densités de roches terrestres. On y trouve également des récifs, des rochers et des fosses. Tout fond marin nécessite des études géologiques approfondies avant l'installation de piles. Et le fond du détroit de Gibraltar est particulièrement difficile d'accès en raison de sa profondeur, près de 915 mètres. C'est l'un des détroits les plus profonds du monde. Imaginez, vous pourriez empiler 10 statues de la liberté entre le fond du détroit et la surface de l'eau. Quel type de pile faudrait-il utiliser à cet endroit pour soutenir un pont tout entier? Probablement des piles constituées de plusieurs sections reliées entre elles par une longue tige de métal. N'oubliez pas non plus l'activité sismique. Supposons que vous ayez installé des piles parfaitement robustes, mais que le lendemain, un tremblement de terre se produise et détruise l'ensemble de la structure. De plus, les forts courants transporteraient les débris dans toute la Méditerranée. Le troisième problème est le plus important.
car il concerne la vie marine. Le détroit de Gibraltar a une forte teneur en sel. Cet élément naturel alourdit l'eau, et toute une couche d'eau très salée occupe le fond du profond bassin méditerranéen. Cette eau salée pousse l'eau froide des fonds marins vers l'océan Atlantique. Ces changements de densité, ainsi que les courants rapides, créent des tourbillons et des turbulences continues. C'est comme un chaudron d'eau froide qui ferait remonter beaucoup de nutriments à la surface. Les dépressions et les élévations du détroit de Gibraltar sont remplies de substances diverses et de lumière solaire, conditions idéales pour la formation de phytoplancton. Les baleines, les dauphins et d'autres créatures marines adorent ce mets délicat. C'est pourquoi on trouve ici environ 7 espèces de baleines et de dauphins. Qu'arriverait-il au phytoplancton après le début de la construction ? Le dioxyde de carbone, les roches concassées, les tonnes de poussière et de cendres, les chutes de matériaux de construction, tout cela viendrait considérablement polluer l'environnement. Sans phytoplancton, de nombreux poissons disparaîtraient. Sans poissons, des milliers de pêcheurs ne pourraient plus se nourrir et gagner de l'argent. Et si ce pont finissait par être construit, les voitures et les trains continueraient à polluer l'air et l'eau. La perturbation de l'équilibre fragile de cet étroit détroit pourrait entraîner des catastrophes environnementales de grande ampleur. Les dauphins et les baleines partiraient de chercher de la nourriture ailleurs et, par conséquent, perturberaient l'écosystème d'autres régions marines. Comme des dominos qui tombent, un problème en entraînerait un autre. Et tout cela à cause d'un seul pont. En 2007, le ministère espagnol de la protection de l'environnement a instauré des limitations de vitesse pour tous les navires empruntant le détroit afin de ne pas perturber le fragile équilibre de la nature. Au début du XXe siècle, un ingénieur français a proposé un projet de pont, mais il a été rejeté parce qu'il était trop compliqué et trop coûteux. On a également essayé de creuser un tunnel de 37 km de long, mais ce projet s'est heurté à des difficultés financières et techniques. Les gens rêvent toujours d'un pont au-dessus du détroit de Gibraltar. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons développé nos technologies, nous serons en mesure de le bâtir. D'ailleurs, il n'y a pas toujours eu de l'eau entre ces deux régions. Il y a très longtemps, ces deux continents étaient reliés. La mer Méditerranée est le vestige de la Thétis, un paléo-océan de l'époque des dinosaures. À une époque, les plaques africaines et indiennes sont entrées en collision avec la plaque eurasienne et la Thétis a complètement disparu. À sa place, un pont terrestre s'est formé, séparant la mer Méditerranée de l'océan. Privée d'eau, la mer s'est asséchée il y a environ 6 millions d'années. Mais lorsque ce pont naturel s'est effondré, l'eau est revenue remplir le bassin. Son étroite plaque s'est enfoncée pendant des dizaines de milliers d'années, et la mer Méditerranée a fini par atteindre son niveau actuel. Les scientifiques recherchent un morceau de terre qui manque à l'appel depuis plus de 100 millions d'années. Pas de quoi défrayer la chronique, puisque les gens cherchent constamment des informations sur l'histoire de notre planète. On pourrait croire qu'il ne s'agissait que d'une île minuscule, quelque part au milieu de l'océan. Eh bien, on aurait tort, car ce continent était autrefois aussi grand que tout le territoire des États-Unis. Pendant longtemps, les géologues se sont demandé si un énorme morceau de l'Australie contemporaine ne s'était pas volatilisé. Certains pensaient qu'il était simplement tapi quelque part au fond de l'océan. Mais grâce à des spécialistes néerlandais et à 7 années de recherche, nous savons désormais que des morceaux de cette terre perdue se sont retrouvés mêlés au sol des jungles luxuriantes de l'Asie du Sud-Est. Les continents que nous voyons aujourd'hui dans nos manuels de géographie sont comme des pièces de puzzle éparpillées. Vous pouvez même mener une petite expérience pour vous en rendre compte par vous-même. Trouvez une carte du monde en ligne et imprimez-la. Découpez tous les continents et amusez-vous à les rassembler. Vous remarquerez qu'ils s'emboîtent tous. La chose la plus frappante que vous verrez est probablement à quel point l'Amérique du Sud s'adapte parfaitement aux côtes de l'Afrique. Si vous comblez les océans qui se sont formés au cours des 200 derniers millions d'années, les continents semblent former une gigantesque lettre C. Et ce C est ce que les spécialistes appellent le supercontinent de la Pangée. Il flottait dans un océan appelé Pantalassa, et la partie intérieure de cette lettre C englobait une étendue d'eau plus petite appelée Thétis. C'est dans ce petit océan que les choses se corsent un peu. Au cours de la période jurassique, ce continent disparu, que les scientifiques ont d'abord baptisé Argolan, a laissé un trou béant en Australie,
aujourd'hui connue sous le nom de plaine abyssale d'Argo. Les géologues ont d'abord cru que tout cela était dû à un processus de subduction. C'est lorsqu'une partie de la croûte terrestre plonge sous une autre et se recycle au sein du manteau de la planète. Habituellement, les spécialistes peuvent constater cette disparition continentale à travers l'érosion. C'est ainsi qu'ils ont découvert, par exemple, que l'Inde avait heurté l'Asie, résultant en la formation des majestueuses montagnes d'Himalaya. Mais pour Argolan, les choses étaient un peu plus compliquées. Des fragments ont été retrouvés dans des lieux tels que la Birmanie et l'Indonésie. Mais ils semblèrent être des reliques d'un temps révolu et paraissaient beaucoup plus anciens que lorsqu'Argolan était censé s'être séparé de l'Australie. Cela a immédiatement soulevé la question, si un continent peut se comporter de manière si étrange, combien d'autres sont susceptibles de faire de même? Heureusement, les scientifiques ont maintenant reconstitué toute la chronologie d'Argolan et résolu son mystère. Il n'a ni coulé ni été englouti. Il s'est simplement transformé en argopélago, se brisant en plus petits morceaux, appelés microcontinents, et dérivant loin de l'Australie. Ces mini-continents ont ensuite fait un petit bout de chemin avant de terminer dans les jungles d'Asie du Sud-Est. Cette découverte s'intègre parfaitement dans le puzzle de la Pangée. Elle nous aide à mieux comprendre comment les continents se séparent et se forment. Et tout cela au moyen d'une seule découverte, révélant moult secrets sur la biodiversité et le climat d'autrefois. Si vous souhaitez découvrir d'autres secrets sur l'histoire, les civilisations ou les objets du quotidien, n'hésitez pas à donner un coup de pouce à cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Penchons-nous maintenant sur le mystère de cette frontière invisible des espèces en Indonésie. On l'appelle la ligne Wallace, du nom de l'explorateur britannique Alfred Russel Wallace. Il y a plus de 150 ans, Wallace a entrepris un voyage autour de l'archipel malais, accostant sur plusieurs milliers d'îles. Ce qu'il a découvert, c'est que les animaux d'un côté de cette ligne invisible étaient considérablement différents de ceux qui se trouvaient de l'autre côté. Cette frontière forme comme un mur entre les tigres et les marsupiaux, par exemple, ou entre les trogons et les méliphages. Mais nous savons maintenant qu'il y a environ 35 millions d'années, l'Australie s'est séparée de l'Antarctique et a heurté l'Asie. Et ce triangle amoureux continental a engendré des changements majeurs. Il n'a pas seulement altéré l'aspect du paysage, il a aussi perturbé les espèces animales de chaque côté de la ligne Wallace. Plus récemment, un groupe de spécialistes a publié une étude affirmant que cette collision et ce chaos climatique avaient permis aux espèces asiatiques de prospérer au sein de l'archipel malais. D'un autre côté, la faune australienne n'était pas aussi satisfaite de ce nouvel environnement. Il y faisait trop chaud et trop humide pour certains animaux, et d'autres ne pouvaient tout simplement pas s'adapter au mode de vie des îles tropicales. La découverte de cette dérive continentale vers l'Asie pourrait également expliquer la récente découverte d'une autre espèce humaine qui semblait défier l'entendement. Il se trouve que, dans une grotte cachée des Philippines, des archéologues sont tombés sur un nouvel ancêtre de l'homme. Il semblerait qu'il y a environ 50 000 ans, sur l'île de Luçon, existait cette ancienne espèce d'hominidé. Le directeur de ces recherches a estimé que cette découverte était cruciale pour comprendre l'évolution humaine en Asie. Et il a nommé cette nouvelle espèce d'après son île d'origine, Homo luzonensis. Maintenant, voici où les choses deviennent un peu déroutantes. Il y avait un petit problème avec les ossements découverts par les archéologues. Ils présentaient un étrange mélange de caractéristiques qui n'avaient jamais été observées ensemble chez aucune autre espèce d'hominidé. Des dents plus courtes, semblables aux nôtres, mais des mains et des pieds, qui ressemblaient d'ailleurs davantage à ceux de nos anciens ancêtres. C'est leurs membres arqués en particulier qui lièrent cette espèce humaine à ce territoire méridional depuis longtemps perdu. Ils présentaient le même aspect primitif que l'Australopithecus africanus, par exemple. Sauf que ces deux espèces sont séparées par 2 à 3 millions d'années d'évolution. Beaucoup se sont demandé, l'homme de Luçon est-il vraiment une nouvelle espèce? Tout le monde n'en est pas convaincu. Mais cela pourrait aussi expliquer en quoi les êtres vivants sont affectés par le déplacement constant du sol sous leurs pieds. Juste parce qu'ils n'ont pas beaucoup changé au cours de notre existence, ne signifie pas que nos continents ressembleront toujours à cela. Ils ont évolué à partir de ce vaste supercontinent, et ils finiront probablement dans une position similaire à l'avenir. À ce propos, un géologue de l'université de Lisbonne a tenté de prédire l'avenir des supercontinents de notre planète. Comme point de départ, il s'est rapporté au fameux tremblement de terre qui a frappé le Portugal en 1755, au cours duquel les plaques tectoniques se sont comportées un peu différemment de l'accoutumée. Après des années de recherche, il a formulé une théorie en 2016. Il pensait que les sutures qui existent entre ces plaques tectoniques
pourrait-il se désagréger, préparant le terrain pour une déchirure plus importante. C'est comme lorsque le verre se fissure entre deux trous dans le pare-brise d'une voiture. Si cela se produisait, une zone de subduction pourrait s'étendre de la Méditerranée jusqu'à l'Irlande, apportant son lot de volcans, de tremblements de terre et de nouvelles montagnes à ces régions. Si tout se déroulait ainsi, l'océan Atlantique disparaîtrait, tout comme le Pacifique, pour se fondre en une seule grande étendue d'eau. Au lieu des 6 continents que nous connaissons aujourd'hui, nous obtiendrions un nouveau supercontinent baptisé Orica parce qu'il engloberait aussi bien l'Australie que l'Amérique. Ce n'est pas le seul scénario possible cependant. Novo Pangaea pourrait en être un autre, et il est facile à prévoir. L'Atlantique resterait ouvert, et le Pacifique serait clos. Vient ensuite le scénario du continent d'Amasia. Dans son cas, il faudrait imaginer que l'océan Arctique se referme et que l'Atlantique et le Pacifique restent ouverts. Tout se déplacerait vers le nord autour du pôle, sauf l'Antarctique. Un dernier scénario est connu sous le nom de Pangea Ultima. Si la dérive des continents ralentissait dans l'Atlantique, une nouvelle plaque de subduction apparaîtrait sur la côte est des Amériques. Quoi qu'il en soit, si tous les continents entrent à nouveau en collision dans le futur, certains disent que ce ne sera pas une partie de plaisir. On estime que d'ici près de 250 millions d'années, nous aurons l'impression d'être emprisonnés dans un sac plastique étouffant et moite. Étrangement, ce sac restera quand même l'endroit le plus agréable où vivre sur Terre. Les zones côtières, quant aux terres intérieures, elles seront brûlantes, comme un désert ardent. Nombre d'espèces animales que nous connaissons aujourd'hui n'y survivront pas. Quant à nous autres humains, nous devrons faire preuve de créativité si nous voulons survivre à cette chaleur. Nous devrions nous estimer heureux, néanmoins. Ces projections numériques nous permettent de tester toutes sortes de théories intéressantes. Comment ces supercontinents perturberaient les marées, par exemple. En envisageant nos futurs voyages dans l'espace, de tels modèles peuvent nous aider à comprendre le climat des exoplanètes. Autrement dit, celles qui se situent en dehors de notre système solaire. Connaissez-vous le nombre de continents sur Terre? La réponse semble évidente, 6. Mais un instant, l'Europe et l'Asie ne forment-elles pas un vaste ensemble appelé Eurasie? Ce pourrait sembler être le cas si l'on observe une carte du monde. Cependant, les scientifiques ont une approche différente. Ils ne se contentent pas de considérer les terres émergées. Les géologues examinent également la composition des roches qui forment les continents. En adoptant leur perspective, le nombre de continents peut même augmenter. Les continents perdus ne sont donc pas une légende. Certains ont existé, ou du moins ont existé dans le passé. Et ces continents ne sont pas toujours submergés. Ils se trouvent parfois enfouis sous d'autres terres émergées. Surprise! Des chercheurs ont récemment mis au jour un continent de ce type, le Grand Adria. Cela vous est peut-être familier? Effectivement, il existe un lien avec la mer Adriatique. Ce continent disparu est entièrement enfoui sous l'Europe. Il est entré en collision avec celle-ci et a commencé à s'enfoncer il y a environ 140 millions d'années. De nos jours, il repose sous l'Italie, la Grèce et les Balkans. Sa taille et sa forme sont comparables à celles du Groenland, la plus grande île au monde. Mais comment les géologues ont-ils identifié le Grand Adria? Bien qu'il ne soit plus visible, il a laissé des traces. Des fragments se sont retrouvés intégrés aux Alpes, tandis que d'autres ont été incorporés dans l'Italie et la Croatie actuelle, de l'autre côté de la mer Adriatique. Les roches calcaires de ce continent disparu ont subi des transformations une fois ensevelies sous l'Europe. Des millions d'années de chaleur intense et de pressions énormes ont modifié leur structure. Le calcaire a cédé la place au marbre. Les temples grecs et romains que vous admirez lors de vos vacances ont été bâtis avec ce même marbre, héritage d'un continent oublié depuis longtemps. Le Grand Adria est ainsi resté caché durant des millénaires. Pourtant, d'autres continents disparus étaient à portée de vue. Connaissez-vous le 7e continent de la Terre, la Zélandia? Probablement pas, puisqu'il repose sous les eaux du Pacifique. Aujourd'hui, 95% de ce continent est immergé. Pouvez-vous deviner son emplacement exact? Son nom vous donne un indice. Il se situe sous la Nouvelle-Zélande. Si vous consultez Google Maps, vous pouvez discerner son contour, visible comme une zone d'un bleu plus clair, s'étendant de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Autrefois, cette élévation dépassait du niveau de la mer et représentait environ les 2/3 de l'Australie, soit plus du double de la superficie du Grand Adria. Nous pouvons localiser aujourd'hui la Zélandia car elle n'a pas été submergée trop profondément. C'est aussi la meilleure méthode pour identifier d'autres continents perdus. Imaginez la Terre sans ses océans. Le fond marin n'est pas uniforme. Il est composé de montagnes et de tranchées. On pourrait plonger le mont Everest dans la plus profonde d'entre elles, la fosse des Mariannes. Et il resterait encore 2000 mètres jusqu'au niveau de la mer.
Cette profondeur extrême résulte d'un processus géologique appelé subduction, où la plaque du Pacifique s'est enfoncée sous la plaque philippine. La croûte terrestre est constituée de plaques qui flottent dans un manteau de roches en fusion. Lorsqu'elles entrent en collision, l'une s'enfonce tandis que l'autre s'élève. C'est ainsi que le Grand Adria a terminé sous le continent européen. Notre planète est en perpétuel mouvement, mais nous ne remarquons pas ce phénomène car il se déroule profondément sous nos pieds. Il y a 120 millions d'années, l'Australie et l'Antarctique formaient un seul et même territoire. Eh oui, les régions les plus froides et l'un des lieux les plus chauds de la Terre étaient autrefois réunis. L'Antarctique s'est séparé de l'Australie, mais il n'est pas parti les mains vides. Aujourd'hui, un plateau océanique se trouve dans l'océan Indien. Le terme de plateau désigne une zone de terre plate surélevée, et ce plateau porte le nom évocateur de Broken Ridge, un peu comme un titre de film hollywoodien. Autrefois, il était relié à un autre continent perdu, le microcontinent de Kerguelen, et aurait constitué un pont terrestre entre l'Inde et l'Antarctique. Mais quel était l'aspect de ce territoire? La réponse pourrait se trouver dans ce petit archipel situé dans l'océan Indien austral, les îles Kerguelen. Ces îles sont les vestiges de l'ancienne masse terrestre. Leur climat est froid, et elles abritent des glaciers en raison de leur proximité avec l'Antarctique. Cependant, à l'époque, le climat devait être tempéré, avec des précipitations abondantes. La faune et la flore de ce continent perdu étaient probablement semblables à celles des régions tropicales actuelles, et son paysage devait ressembler à celui de la Nouvelle-Zélande. En parlant de cette région, pouvez-vous deviner à quel continent l'État insulaire de Madagascar appartenait autrefois? Si vous avez répondu l'Afrique, vous vous trompez, mais personne ne vous en voudra. Regardez en haut à droite de la carte. La bonne réponse est l'Inde. Il y a environ 120 millions d'années, elle s'est détachée du continent africain et s'est dirigée vers le nord-est. Madagascar n'a pas réussi à suivre et s'est retrouvée en tant qu'île au large de la côte sud-est de l'Afrique. Toutefois, des traces d'une masse terrestre encore plus vaste ont été découvertes. Le continent perdu de Mauritia. Les scientifiques ont trouvé des vestiges de cette terre ancienne sous l'île Maurice. Aujourd'hui, il s'agit d'un lieu touristique assez prisé, mais il y a des millions d'années, c'était un véritable point chaud parsemé de volcans. Les scientifiques ont pu retrouver les vestiges de Mauritia grâce à un minéral, le zircon, présent dans les roches volcaniques. Cette terre perdue couvrait autrefois une zone allant de l'île Maurice jusqu'à la côte ouest de l'Inde. Si ce territoire existait aujourd'hui, il offrirait une riche combinaison de cultures indiennes et africaines, avec des plats locaux assurément épicés. En parlant d'épices, avez-vous déjà goûté à la cuisine indonésienne? Il y a seulement 50 000 ans, l'Asie du Sud-Est présentait un visage très différent. Sumatra, Bornéo, Java et même l'Australie n'existaient pas encore sous leur forme actuelle. On trouvait alors deux masses continentales, Sunda et Saül, séparées par une profonde fosse océanique. D'un côté, il y avait l'extension du continent asiatique, Sunda, et de l'autre, la Grande Australie, Saül. À cette époque, Bali était encore situé à l'extrémité sud de l'Asie. Les biologistes ont été parmi les premiers à observer cette séparation, car les espèces se sont développées de manière distincte sur Sunda et Saül. C'est pourquoi l'Australie abrite des animaux uniques, comme le kangourou, le wombat et l'ornithorynque. Saviez-vous qu'un kangourou géant vivait autrefois en Nouvelle-Guinée? Cela s'explique par le fait qu'un pont terrestre reliait l'Australie jusqu'à la fin de la dernière glaciation. Aujourd'hui, les deux îles sont séparées par le détroit de Torres, qui est relativement peu profond, avec à peine 20 mètres d'eau. Cela nous rappelle que cette région formait autrefois une seule masse continentale appelée Saül. Un autre détroit océanique d'à peine 50 mètres de profondeur sépare l'Asie de l'Amérique du Nord. Le détroit de Bering se trouve aujourd'hui à l'emplacement de l'ancienne Béringie. Cette ancienne masse terrestre n'était pas particulièrement étendue, s'étirant sur environ 1600 km du nord au sud, soit seulement un tiers de la distance entre Los Angeles et New York. La Béringie revêtait une importance supplémentaire. Pendant les glaciations, elle formait un pont entre les continents. À cette époque, les niveaux marins étaient inférieurs de 90 mètres à ceux d'aujourd'hui. Si le niveau de l'eau avait baissé davantage, il aurait été possible de marcher du cap de Bonne-Espérance en Afrique jusqu'au cap Horn en Amérique du Sud. Voilà donc un itinéraire de randonnée vraiment exceptionnel. Aujourd'hui, il est possible de prendre un avion pour se rendre presque partout dans le monde. Le globe a-t-il jamais semblé si petit? Eh bien, à vrai dire, il l'a été. Il y a environ 2 à 300 millions d'années, tous les continents ne formaient qu'un seul supercontinent, appelé Pangée.
Son nom, qui nous vient du grec, signifie « toute la terre ». Mais la Pangée a commencé à se fragmenter. Le plus grand écart s'est formé entre l'Amérique d'un côté et l'Europe, ainsi que l'Afrique de l'autre. L'eau de mer a rapidement envahi cet espace, donnant naissance à l'océan Atlantique. Ce processus est loin d'être terminé. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'Amérique du Nord s'éloigne progressivement de l'Europe, à raison 2 ou 3 cm par an. Cela peut sembler peu, comparé à la durée de vie moyenne d'un être humain qui est d'environ 70 ans. Cependant, à terme, tous les continents se reconnecteront, formant un nouveau supercontinent. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois dans l'histoire de la Terre. Mais personnellement, je ne vais pas attendre que cela se produise. Jouons un peu aux devinettes. Peux-tu citer le 6e plus grand fleuve de la planète en termes de volume? On parle de la quantité d'eau qui s'écoule dans un cours d'eau. Les 2 premiers fleuves sont faciles à citer. Le premier est, bien sûr, le fleuve Amazon, Amérique du Sud. Viennent ensuite le Congo, Afrique, et le Gange, Inde. N'hésite pas à citer tous les fleuves de la planète. Tu ne seras pas plus près de la réponse. Pourquoi? Parce que ce fleuve n'est pas à la surface, mais sous les vagues de la mer Noire. En 2010, une équipe de scientifiques a découvert cette rivière en étudiant le détroit du Bosphore en Turquie. Le sonar a révélé un chenal au fond de la mer Noire. L'eau circulait dans ce chenal. Il s'est avéré qu'à certains endroits, il a une profondeur de 35 mètres. C'est 3 fois plus long que le poteau téléphonique moyen. Ce cours d'eau se comporte comme une véritable rivière. Il comprend des rapides et des chutes d'eau. Son volume est 350 fois supérieur à celui de la Tamise, Londres. Il s'agit là d'un fort courant de fond. Si c'était une rivière de surface, elle serait vraiment dans le top 10. Mauvaise nouvelle pour la rivière Madeira, Bolivie, Brésil, qui occupe actuellement la 6e place. Mais comment cette rivière sous-marine s'est-elle formée? La réponse se trouve dans les caractéristiques étonnantes de la mer Noire. Elle tire son eau de 2 sources principales. La première provient des fleuves qui s'y jettent comme le Danube, le Dnipro et le Don. Il y a beaucoup de D. Et il est important de noter qu'ils sont tous des cours d'eau douce. La deuxième vient de l'autre côté, littéralement, de la Méditerranée. Et elle est salée, c'est-à-dire très salée. Lorsque cette eau salée pénètre dans la mer Noire, elle va directement au fond. Tu vois, l'eau douce est plus légère que l'eau salée. Cela crée une stratification. Ce terme sophistiqué signifie simplement que les 2 types d'eau ne se mélangent pas. L'eau salée a une densité plus élevée, elle tombe donc directement vers le fond. Si tu veux voir comment cela fonctionne, tu peux faire une expérience à la maison. Verse de l'eau minérale dans une tasse et de l'eau salée dans une autre. Du sel de table fera l'affaire. Mets ensuite un raisin dans chaque gobelet. Tu verras que le raisin coulera immédiatement au fond du gobelet rempli d'eau douce. Il restera à flot dans la tasse remplie d'eau salée. La même chose se produit dans la mer Noire. Mais il y a une autre facette de ce phénomène. La couche supérieure de l'eau est riche en oxygène. Cela signifie qu'elle peut abriter la vie. La couche inférieure, en revanche, est anoxique. Oui, tu l'as deviné, cela signifie qu'il n'y a pas d'oxygène au fond de l'eau. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Grâce à cette caractéristique de la mer Noire, les épaves peuvent survivre pendant des siècles. L'oxygène décompose le bois. Et de quels matériaux les anciens fabriquaient-ils leurs bateaux? C'est exact, de bois. Récemment, 2018, des scientifiques ont découvert la plus ancienne épave grecque sur Terre. Le navire marchand repose à plus d'1 kilomètre de profondeur au fond de la mer. Les experts estiment que le navire a 2400 ans. L'épave a permis aux historiens d'étudier tous les éléments de la construction navale de l'Antiquité. Du mât au banc de rameurs, tout était intact. L'épave se trouvait à une 50aine de kilomètres des côtes bulgares. Mais personne ne l'avait vue de ses propres yeux. Des explorateurs ont envoyé un ROV, véhicule sous-marin téléopéré, en haute mer pour filmer l'épave. Il était impossible pour un plongeur d'y descendre. Mais la mer Noire ne paraît pas si grande sur une carte? Peut-elle être aussi profonde? Oh oui, elle est bien plus profonde qu'on ne le pense. On pourrait empiler 6 Empire State Buildings au point le plus profond de la mer Noire, 2212 mètres. Cette mer intérieure n'est pas le seul endroit sur Terre où des chercheurs ont découvert des épaves et des rivières sous-marines.
L'un des plus grands chenaux longeant le fond de l'océan se trouve au large de l'Amérique du Sud. Il part de l'embouchure du puissant fleuve Amazone et se jette dans l'océan Atlantique. L'étude des rivières sous-marines n'est pas une tâche facile. La profondeur et les forts courants rendent impossible l'envoi de plongeurs. L'équipement utilisé pour la recherche sous-marine doit même être très solide pour éviter qu'il ne soit emporté par le courant. C'est pourquoi la rivière sous-marine de la mer Noire était idéale pour les scientifiques. Les océans et les mers de la Terre sont puissants. Mais heureusement pour nous, il existe des endroits où les plongeurs peuvent admirer des rivières sous-marines. Tu as déjà entendu parler d'un cénote ? Ça sonne espagnol. C'est vrai. Les cénotes sont des grottes souterraines. Ils se forment après l'effondrement du calcaire qui les recouvre, révélant ainsi la nappe phréatique qui se trouve en dessous. Le terme cénote est associé à la péninsule du Yucatan, au Mexique. Les anciens Mayas les utilisaient comme source d'eau, puits. En langue maya, le mot cénote, tzono, signifiait puits sacré. Les chercheurs estiment qu'il existe environ 10 000 cénotes répartis dans la péninsule du Yucatan. On en trouve également dans d'autres endroits, comme à Cuba et en Australie. La beauté est dans l'œil de celui qui regarde. Mais officieusement, le plus beau cénote se trouve juste au sud de la ville de Tulum, Mexique. Son nom reflète la beauté divine de la grotte. Cénote Angelita. Mais on ne visite pas ce cénote pour se baigner. Son fond est bien plus intéressant. Une bouteille de plongée suffit pour admirer enfin une rivière sous-marine. Les eaux étant sombres et brumeuses, les plongeurs utilisent de puissantes lampes de poche. Après une plongée d'une trentaine de mètres, un spectacle merveilleux s'offre à toi. Une rivière sous-marine avec des arbres le long de ses berges. Certains d'entre eux ont même des feuilles vertes, comme n'importe quel cours d'eau sur la terre ferme. Mais ce n'est pas vraiment une rivière. Voici la partie la plus fascinante. Tu te souviens que l'eau salée et l'eau douce ne se mélangent pas ? Eh bien, la rivière que voient les plongeurs est en fait une épaisse couche de brouillard entre les deux types d'eau. 1 mètre de sulfate d'hydrogène, pour être exact. Il s'agit du composé que les usines de traitement de l'eau utilisent pour éliminer le chlore de l'eau potable. La substance est si lourde que le brouillard qu'elle produit se déplace indépendamment de l'eau environnante. Il crée ainsi l'illusion qu'une rivière coule sous l'eau. Mais il existe d'autres rivières bien réelles qui te jouent des tours. Prenons par exemple la Mystery River dans l'Indiana. Il s'agit de la plus longue rivière souterraine des États-Unis. Des explorateurs ont découvert la rivière et son réseau de grottes, Blue Spring Cavern au XIXe siècle. Près de 4,8 km de la rivière sont navigables. N'est-ce pas impressionnant ? Tu peux réserver une excursion en bateau sur une rivière que tu ne peux même pas voir. Mais la rivière la plus mystérieuse de la planète est la Saraswati en Inde. Le plus intéressant, c'est qu'elle n'existe pas. Il s'agit d'une prétendue rivière qui n'est mentionnée que dans la littérature ancienne. Pendant des siècles, les gens ont pensé que ce n'était qu'un mythe. Puis des images satellites ont montré qu'elle pouvait être réelle. Les textes anciens parlèrent d'un confluent majeur près de la ville moderne de Prayagraj, de 3 fleuves puissants, le Gange, la Yamuna et la Saraswati. Les 2 premiers sont visibles aujourd'hui, mais où se trouve le 3e ? C'est ce que des scientifiques ont décidé de découvrir. Les images d'un satellite américain ont montré la présence d'eau souterraine dans la région. Jusqu'alors, les chercheurs pensaient qu'il s'agissait de paléochenaux. Cela signifie simplement que de l'eau y a coulé il y a très longtemps. Mais à leur grande surprise, il s'est avéré qu'il y avait encore de l'eau à l'intérieur de ces canaux. Les scientifiques ont estimé que la rivière Saraswati coulait au-dessus du sol il y a environ 5000 ans. Mais elle ne s'est pas complètement asséchée. Elle s'est simplement enfouie à environ 60 mètres sous terre. Les experts locaux pensent que la rivière s'écoule toujours lentement dans la mer. La rivière Saraswati s'est cachée sous le sable du désert. Il s'agit d'un processus naturel, mais de nombreux cours d'eau ont été contraints de s'enfouir sous terre à cause de l'activité humaine. À Londres, Angleterre, plusieurs dizaines de petites et moyennes rivières coulent désormais sous terre. Les cartes du XIXe siècle les représentent encore comme des rivières. Mais aujourd'hui, elles n'existent plus que par le nom des rues qui ont été construites au-dessus d'elles. Fleet Street. La même chose s'est produite à New York. Mais cela ne signifie pas que ces cours d'eau ont définitivement disparu. Lorsque des ingénieurs veulent reconstruire ou modifier un bâtiment,
Ils consultent encore des plans de ville datant de plusieurs siècles. Personne ne veut qu'un ruisseau disparu depuis longtemps inonde son sous-sol. Il y a 66 millions d'années, peut-être au mois de septembre, un énorme astéroïde a percuté la Terre, semant le chaos et la dévastation. Les conséquences tragiques de cette collision terrifiante ont entraîné l'extinction des dinosaures. Oui, je veux parler de l'astéroïde de Chicxulub qui a laissé un énorme cratère au Mexique et a changé la vie sur Terre pour toujours. Aujourd'hui, il s'avère que ce n'est pas la seule roche cosmique à avoir frappé notre planète à cette époque. Les scientifiques viennent de confirmer l'existence d'un autre astéroïde. Ce deuxième astéroïde n'était pas aussi gros que Chicxulub, mais il a tout de même eu un sacré impact. Il s'est écrasé au large des côtes de l'Afrique de l'Ouest, s'enfonçant dans l'océan et laissant derrière lui un cratère, le cratère Nadir. Et croyez-moi, ses effets sont loin d'avoir été insignifiants. L'impact a été si puissant qu'il a déclenché un véritable tsunami. Ces vagues se sont dressées à plus de 790 mètres de hauteur, soit presque la taille de Burj Khalifa, la plus haute structure jamais construite par l'homme. Mais comment en sommes-nous arrivés à la conclusion qu'il y avait eu un deuxième impact? Wisden Nicholson, de l'université Heriot-Watt, a repéré le cratère Nadir en 2022. Le docteur Nicholson examinait des images à haute résolution du plancher océanique lorsqu'il a remarqué une énorme dépression de 9 km de large, sous près de 305 mètres d'eau. Il a pensé qu'il pouvait s'agir d'un cratère d'impact d'astéroïdes, mais à l'époque, les preuves dont il disposait n'étaient pas suffisamment solides. Aujourd'hui, les scientifiques ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un cratère. Un deuxième astéroïde a bel et bien frappé la Terre à l'époque de l'extinction des dinosaures. Voyons maintenant comment ils ont compris cela. Tout d'abord, il y a eu ces images sismiques 3D de très haute résolution. Elles ont permis aux chercheurs de séparer les couches du plancher océanique et d'obtenir une vue parfaitement nette du cratère. C'est un peu comme quand on passe d'une échographie floue à des scans en 3D où tous les détails sont visibles. Leurs conclusions ont confirmé que le cratère avait été créé par un astéroïde d'une largeur comprise entre 457 et 500 mètres. L'impact a été si intense qu'il a produit un pic central, formé des crêtes autour du cratère et même endommagé une zone périphérique de plusieurs milliers de kilomètres. À l'aide de ces images très détaillées, les scientifiques ont réussi à reconstituer ce qui s'est passé juste après que l'astéroïde a heurté la surface de notre planète. Il a d'abord percuté l'océan, créant un premier cratère en forme de cuvette. Au fur et à mesure que l'onde de choc s'est propagée, les fonds marins ont été si violemment secoués qu'il y a eu plusieurs glissements de terrain. Les sédiments meubles entourant le cratère se sont effondrés vers l'intérieur, créant un rebord bien visible. Comme vous le savez déjà, l'impact a également déclenché un tsunami dont la puissance a été telle que les vagues ne se sont pas contentées de s'étendre vers l'extérieur, mais se sont retournées vers le cratère, laissant d'énormes cicatrices sur le fond océanique. Et il ne s'agissait pas d'une seule grande vague. Non, il y en a eu toute une série. Une succession de tsunamis détruisant tout sur leur passage. Ce deuxième impact d'astéroïde est un événement majeur pour les scientifiques. C'est une occasion rare pour eux d'étudier un cratère d'impact marin dans ses moindres détails. Il n'existe qu'une vingtaine de cratères marins confirmés dans le monde, et aucun d'entre eux n'a été observé avec une telle précision. En outre, ces données permettent aux scientifiques de tester de nouvelles idées sur la formation des cratères en milieu aquatique. Contrairement aux cratères terrestres, les cratères marins sont cachés sous des couches de sédiments, ce qui les rend difficiles à étudier. Mais grâce à cette nouvelle imagerie en 3D, nous pouvons observer le cratère sur toutes ces couches. C'est comme si l'on coupait un gâteau pour voir de quoi il est fait. Le docteur Nicholson et son équipe rêvent maintenant de réaliser des forages dans le cratère afin de prélever des échantillons dans les profondeurs du plancher océanique. Cela leur permettrait de mesurer la pression de choc lors de l'impact et de comprendre ce qui s'est passé dans les minutes, les heures et les jours qui ont suivi la collision. Bien entendu, l'astéroïde de Chicxulub reste la vedette de l'extinction des dinosaures. Ce voyageur de l'espace était gigantesque. Il mesurait entre 10 et 14 km de large. Il a heurté la Terre sous un angle dévastateur, projetant des roches et des gaz vaporisés dans l'atmosphère. Il a provoqué un hiver d'impact qui a duré 15 ans, car tous ces éléments ont bloqué le Soleil et plongé la Terre dans l'obscurité. Le plus intrigant, c'est que certains experts pensent que l'astéroïde Nadir pourrait en fait être un fragment de Chicxulub qui se serait détaché avant que ce dernier ne percute la Terre. Ce n'est encore qu'une théorie,
Mais si c'est vrai, cela pourrait signifier que notre planète a été victime d'un impact double en provenance de l'espace. Remontons maintenant dans le temps, jusqu'en 1908 et en Sibérie. Regardez autour de vous, vous ne voyez rien d'autre que des arbres et des rivières. Et soudain, un énorme objet, d'un diamètre de 45 à 90 mètres, traverse l'atmosphère terrestre. Est-ce une comète? Un astéroïde? Les scientifiques n'en sont pas sûrs. Ce dont ils sont sûrs, c'est que cet intrus a explosé dans le ciel de la Tunguska, provoquant l'une des plus puissantes explosions de l'histoire. Il a complètement rasé la forêt en contrebas, abattant 80 millions d'arbres sur une superficie d'environ 2150 km². C'est une superficie supérieure à celle de villes comme Los Angeles ou New York. Les arbres ont été littéralement aplatis et leurs troncs dépouillés de leurs branches. Autour de l'épicentre, ils formaient un étrange motif radial. Et si cette explosion s'était produite au-dessus d'une ville? Tous les bâtiments auraient été détruits et d'innombrables vies auraient été perdues. Heureusement, cette catastrophe s'est produite dans une région très reculée de la Sibérie. Mais le plus effrayant, lorsque les scientifiques sont finalement arrivés dans la région des années plus tard, ils n'ont trouvé aucun cratère d'impact. Il n'est donc pas étonnant que le mystère reste entier. L'explication la plus logique est que lorsque l'objet a explosé dans le ciel, probablement à une distance de 5 à 10 km au-dessus des terres, il s'est désintégré avant de toucher le sol, ce qui n'a pas empêché l'explosion de raser une forêt entière. En 2013, un autre événement époustouflant s'est produit, cette fois au-dessus d'une zone beaucoup plus peuplée, la ville de Tcheliabinsk. C'est par une matinée ordinaire de février qu'un astéroïde d'environ 18 mètres de diamètre est entré dans l'atmosphère terrestre, illuminant le ciel. Il se déplaçait à une vitesse avoisinant les 70 000 km/h. Il a explosé en plein vol, à environ 29 km au-dessus de la ville. Le spectacle était terrifiant, mais heureusement, l'astéroïde s'est désintégré suffisamment haut dans l'atmosphère et n'a pas touché le sol. S'il l'avait fait, la ville aurait eu de très gros problèmes. En effet, même s'il n'y a pas eu d'impact direct, l'explosion a tout de même créé une onde de choc qui a traversé l'atmosphère et frappé le sol avec suffisamment de force pour briser toutes les vitres. L'explosion a endommagé environ 7200 bâtiments, mais par chance, il n'y a pas eu de victimes directes. Il n'en reste pas moins que cette explosion a été un véritable signal d'alarme. Il ne s'agissait pas d'un événement cosmique lointain comme celui de la Tunguska. Cet astéroïde a explosé au-dessus d'une zone moderne et peuplée, et les dégâts sont bien réels. La bonne nouvelle, les scientifiques parviennent de mieux en mieux à repérer ces objets avant qu'ils ne s'approchent ni trop près. Les agences spatiales du monde entier, comme la NASA, suivent à la trace les objets géocroiseurs afin de déterminer ceux qui pourraient présenter un risque. Mais comme ces deux événements le montrent, il arrive que des roches spatiales nous surprennent. Et si les chances d'un impact majeur sont faibles, les enjeux demeurent très importants. À l'heure actuelle, la NASA surveille un astéroïde. Il s'agit de Bennu, qui fait à peu près la même taille que l'impacteur Nadir. Bennu est considéré comme l'un des objets les plus dangereux en orbite proche de la Terre. Selon la NASA, il existe un faible risque qu'il percute la Terre entre les années 2178 et 2290, avec un danger maximal le 24 septembre 2082. Mais ne paniquez pas tout de suite. La probabilité d'un impact n'est que de 1 sur 2700. Cela nous rappelle tout de même que la Terre n'est pas à l'abri d'une catastrophe cosmique.